Je voudrais, avant de commencer, remercier encore une fois l'Institut d'études anciennes pour son invitation et son accueil, et vous remercier également pour votre présence aujourd'hui, et vous dire que c'est un plaisir d'être ici pour vous présenter quelques réflexions sur un sujet débattu depuis l'Antiquité. Platon, au livre 2 de la République, écrit « Il est impossible d'admettre, sur l'autorité d'Homère ou de tout autre poète, des erreurs au sujet des dieux aussi absurdes que celles-ci. Sur le seuil de Zeus sont placés deux tonneaux pleins, l'un de sorts heureux, l'autre de sorts malheureux. Ni de dire que Zeus est pour nous l'intendant des biens et des maux. » La première citation est du chant 24 de l'Iliade, vers 527 à 528. Or, nos manuscrits de l'Iliade donnent un texte différent pour ces deux vers, à savoir, sur le seuil de Zeus sont plantées deux jarres, l'une enferme les maux, l'autre les biens dont il nous fait présent. La seconde citation est un vers qui n'existe pas dans Homère, tel que nous le lisons. On a donc dans ce passage une citation inexacte et un vers non authentique. La question qui se pose est donc la suivante. Platon cite-t-il de mémoire, et sa mémoire le trahit-elle, hypothèse 1, ou change-t-il intentionnellement les vers d'Homère pour un but précis, hypothèse 2, ou parle-t-il en fonction d'une conception extensive d'Homère qui attribuait au poète d'autres poèmes que l'Iliade et l'Odyssée, d'où pourrait provenir la seconde citation, hypothèse 3, ou connaissait-il le texte d'Homère sous une forme différente, hypothèse 4. C'est loin d'être un cas isolé, et le même problème de citations homériques inexactes, si l'on prend comme point de référence notre texte moderne, se retrouve chez d'autres auteurs classiques. D'où le titre de cette conférence. Quel Homère lisons-nous aujourd'hui? Est-ce le même que celui que lisait Platon? La réponse à cette question est clairement non, comme vous le laisse à penser l'exemple précédent, et c'est l'hypothèse 4 qui est correcte, quoique l'hypothèse 3 le soit également, dans la mesure où au IVe siècle, on attribuait à Homère bien plus que l'Iliade et l'Odyssée. Mais alors, quand, où et comment est né le texte que nous lisons? Le texte d'Homère est sensiblement le même dans tous les manuscrits médiévaux. Il continue une version d'Homère qui s'est imposée et qu'on appelle la Vulgate homérique. Il y a certes de petites différences de texte entre les manuscrits, comme il y en a pour une tragédie d'Échille, mais ce sont des différences mineures qui résultent le plus souvent d'erreurs de copistes. Et pour autant qu'on puisse voir, ce texte était au IXe siècle, en gros dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Il va donc falloir chercher la réponse à notre question à une époque bien antérieure. La tradition dit que les poèmes homériques ont été mis par écrit pour la première fois dans la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère, à Athènes, sous les Pisistratides. Auparavant, les poèmes circulaient sous forme orale exclusivement, récités par des aèdes et des rhapsodes lors de festivals religieux organisés par les cités. Pisistrate aurait ainsi institué le principe d'une récitation in extenso d'Homère au festival des Grandes Panathénées qui se tenait tous les 4 ans en l'honneur d'Athéna. Cela aurait donné une impulsion décisive à la production d'une version officielle d'Homère. Mais cette tradition n'est qu'une légende, dont la première attestation se trouve chez Cicéron. C'est là évidemment un récit qui flattait l'orgueil athénien, que de dire que c'était à Athènes qu'était apparu le premier texte complet d'Homère. Athènes ne pouvait revendiquer Homère, puisque toute la tradition tenait pour un ionien, mais au moins pouvait-elle revendiquer le passage à la modernité qu'était la forme écrite de l'épopée. La réalité est bien entendu infiniment plus complexe. Il n'y a pas eu une mise par écrit, mais plusieurs, dans différents endroits de Grèce, en Asie mineure, dans les îles de l'Égée et sur le continent. Cela signifie donc plusieurs versions qui succèdent à des siècles de transmission orale. On admet traditionnellement que les aèdes sont les poètes qui étaient encore pleinement dans la tradition orale et étaient capables de composer des vers lors de représentations données devant un public privé ou public, au cours desquelles ils improvisaient leur composition à partir de canevas familiers et en utilisant une technique élaborée qu'on appelle la diction formulaire. Par opposition, les rhapsodes sont des récitants avant tout, c'est-à-dire qu'ils récitent et déclament les vers d'Homère qu'ils ont appris en disposant d'un texte écrit. Ils ne composeraient donc pas eux-mêmes d'hexamètres. On sait aujourd'hui que cette distinction entre aèdes et rhapsodes est en partie fausse et que les rhapsodes ont continué à produire de nouveaux vers, en plus des vers qu'ils avaient appris, pour se distinguer de leurs rivaux lors des concours de poésie. Il est en effet illusoire de penser qu'on est passé rapidement d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit. La transition a été longue et les deux ont coexisté pendant au moins 2 siècles. Les rhapsodes étaient sans doute bilingues, pour ainsi dire, maîtrisant l'écrit et en même temps maîtrisant toujours plus ou moins la technique de la diction formulaire qui permettait d'improviser. Il existait une guilde de rhapsodes à Chios qui se nommait les Homérides et se prétendait descendants d'Homère. Ils sont réputés avoir joué un grand rôle dans la fixation du texte pour obtenir une version officielle, celle qui était récitée aux Grandes Panathénées. Mais quelle qu'ait été leur importance, qu'on ne peut mesurer,
elles ne suffisaient pas à empêcher les variations qui ont perduré. Pour la période archaïque, notre connaissance d'Homère est très limitée. On trouve des échos chez les poètes lyriques, parfois dans des inscriptions en vers, mais on ne sait rien de l'état du texte, sans doute pour la bonne raison qu'il n'y a pas un texte à cette époque, mais des textes. Pour la période classique, 5e, 4e siècle, nous n'avons aucun témoin direct du texte homérique. Nous ne disposons que de la tradition indirecte, c'est-à-dire les citations chez d'autres auteurs, comme celle de Platon par laquelle nous avons commencé. On sait par le même Platon, Hipparque 228, que lors de la récitation d'Homère aux grandes Panathénées, les rhapsodes se succédaient, l'un reprenant là où le précédent s'était arrêté. On voit en général cela comme la preuve qu'il existait un texte officiel, qu'on fait remonter au VIe siècle, et que si un rhapsode s'arrêtait au vers 221, par exemple, le suivant reprenait au vers 222. Mais c'est une vision anachronique. Cela signifie sans doute simplement qu'un rhapsode enchaînait avec l'épisode suivant, et non avec le vers suivant au sens littéral. Et cela laisse la place à des variations dans la récitation. En effet, au IVe siècle, la division en 24 chants que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas, et on divisait les poèmes en épisodes. Un rhapsode prenait en charge la récitation d'un épisode, dont il donnait sa version, et ne s'arrêtait pas en plein milieu. Le rhapsode suivant enchaînait encore avec l'épisode suivant. La continuité de la récitation était ainsi assurée, mais cela ne signifie nullement la continuité du vers n au vers n plus 1, au sens où l'on a voulu l'entendre. Les choses changent à partir du IIIe siècle avant notre ère et la période hellénistique. Nous commençons en effet à avoir des témoins directs, en l'occurrence des papyrus homériques provenant d'Égypte. Un papyrus homérique a ceci de particulier que même si on n'en conserve que 2 lettres par ligne, on peut savoir de quel passage il s'agit, et on peut compter les vers. La grande majorité des papyrus sont d'époque romaine, et les papyrus des IIIe et IIe siècles avant notre ère sont peu nombreux. Mais ils sont très intéressants parce qu'ils montrent que le texte homérique était très variable, à la fois pour ce qui concerne le nombre de vers et pour la forme des 10 vers. Je vais commencer par le nombre de vers. Le tableau que vous voyez à l'écran représente le pourcentage de vers additionnels dans les papyrus ptolémaïques. Les vers additionnels sont des vers qui ne figurent pas dans notre texte moderne d'Homère. Et ce tableau est très instructif. Comme vous pouvez le voir, dans les papyrus les plus anciens, la proportion de vers additionnels atteint 15%. Elle décroît sensiblement pour devenir négligeable vers la fin du IIe siècle avant notre ère. Cela signifie que tous les papyrus datant du 1er siècle avant notre ère ou après portent à peu près le même texte que celui que nous connaissons. Cela montre un processus de standardisation du texte par élimination de certains vers qui a abouti vers la fin du IIe siècle. On peut donc parler là d'une version acceptée par tous, donc officielle, mais comme vous le voyez, elle est loin de dater du VIe siècle. Par ailleurs, de même qu'il y a des vers additionnels, il y a aussi des vers manquants dans les papyrus. Comment s'est fait ce travail de sélection qui a abouti à supprimer certains vers? Il faut revenir au début du IIIe siècle et à la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque a collecté des textes de tous les auteurs grecs provenant de toutes les régions du monde grec. Et un constat s'est imposé. Le texte d'Homère était différent d'une copie à l'autre. Une des tâches des bibliothécaires d'Alexandrie a donc consisté à procurer un texte fiable d'Homère en l'expurgeant des vers considérés comme inauthentiques. Nous connaissons assez bien le travail des bibliothécaires d'Alexandrie sur Homère grâce à la tradition des scolies. Les scolies sont des commentaires marginaux portés sur un manuscrit qui ont pour but d'éclairer le lecteur en lui expliquant un mot difficile ou un tour syntaxique peu clair, en explicitant une allusion mythologique ou historique, en introduisant des parallèles avec d'autres auteurs ou éventuellement à l'intérieur d'un même corpus, comme c'est le cas pour le corpus homérique. Les scolies les plus anciennes sont de type lexicographique. Elles visent à donner pour les mots homériques un équivalent attique classique, donc à traduire le mot homérique en attique. Par exemple, comme vous le voyez sur la diapo, vers 57, c'est la première ligne, nekuon ton nécrone, nekuon les morts, où on traduit le mot archaïque nécus par son équivalent grec classique nécros. Il n'y a pas de phrase, juste l'essentiel, une équation entre 2 mots, l'un homérique, l'autre classique. Pour la scolie suivante, kaionto et kaionto, il brûlait, la forme homérique sans augment est glosée par la forme classique avec l'augment. Ces scolies comportent rarement une explication détaillée, et la scolie suivante, qui est longue de plusieurs lignes, est loin de représenter la norme. En fait, même dans cette scolie, la 3e, la partie lexicographique se limite aux 2 premiers mots. La suite, à partir de pos de fessin, est ce qu'on appelle un problème homérique, qui a été ajouté au manuscrit, mais qui appartient à un autre type de scolie. C'est là, pour les scolies lexicographiques, que vous voyez donc un matériel qui était utilisé pour l'enseignement, dans la mesure où les petits Grecs apprenaient tout dans Homère. Le noyau de cette classe de scolies remonte à l'époque classique. Le poète comique Aristophane fait dans une de ses pièces perdues, Daïtalès, une allusion à l'apprentissage d'Homère et des mots homériques difficiles par les écoliers, selon le même principe que les scolies lexicographiques.
Ces scolies conservent parfois une leçon différente de ce que porte notre texte moderne et sont alors intéressantes pour l'histoire du texte. Toutefois, les scolies les plus importantes pour l'histoire du texte sont rassemblées essentiellement dans un manuscrit de l'Iliade appelé Venetus A, qui date du Xe siècle. C'est la star des manuscrits homériques, parce que c'est un très beau manuscrit, et surtout à cause des scolies, qui occupent ses marges. En effet, il comporte des scolies de différents types. D'abord des scolies lexicographiques, qui sont le plus souvent insérées entre les vers, en interlinéaire. Ensuite des scolies appelées exégétiques, qui interprètent le texte, et surtout les scolies critiques. Ces dernières remontent à une compilation de 4 grammairiens des 1er et 2e siècles de notre ère, qu'on appelle le commentaire des 4, Firmene Commentar, abrégé VMK. Les scolies critiques sont aussi conservées en partie dans d'autres manuscrits que le Venetus A. Ces scolies s'intéressent à l'établissement du texte. Elles répertorient des leçons divergentes, elles indiquent les vers considérés comme non authentiques et condamnés, les interversions de vers, etc. Et elles apportent de nombreuses informations sur la façon dont notre Homère s'est formé. On n'a pas l'équivalent du Venetus A pour l'Odyssée, on en connaît donc beaucoup moins sur l'histoire du texte que pour l'Iliade. Que nous apprennent donc ces scolies? Tout d'abord qu'il y avait à la bibliothèque d'Alexandrie plusieurs versions d'Homère. Une première série porte le nom de leur ville d'origine. Il y a ainsi la version de Chios, celle de Chypre, celle de Crète, celle de Sinope, celle d'Argos, celle de Marseille. Ce sont les versions dites des cités. Vous le voyez sur la paracritique de l'édition Budé à l'écran. Dans Var, on lit Massal pour Massaliotique, la version de Marseille, et Chia, c'est la version de Chios. D'autres versions portaient le nom d'un érudit qui avait annoté le texte sur lequel il travaillait. Ce sont de grands noms de la philologie alexandrine dont nous devons aujourd'hui retenir 3. Zénodote, premier bibliothécaire en chef, nommé en 284, Aristophane de Byzance, mort vers 180, et Aristarque de Samothrace, le dernier de la série, bibliothécaire de 153 à 145. Ils sont tous les 3 mentionnés dans le premier apparat critique de l'édition Budé que vous voyez à l'écran sous Num. Il s'agit du chant 19. Le vers 77 était omis par Zénodote, mais présent chez Aristophane, Ariste, et Aristarque, Ar. Vous voyez également que le second apparat, toujours pour le chant 19, mentionne une interversion de vers, 360 et 361, et un vers additionnel, 361A, dans certains manuscrits, ce qui est rare. Les scolies du Venetus A, issus du commentaire des 4, représentent l'école d'Aristarque et commentent les annotations de ce dernier en s'appuyant sur les commentaires, hypomnémata, qu'il avait écrits. Que faisaient donc nos érudits alexandrins sur le texte homérique? Il est important de souligner qu'ils ne produisaient pas une nouvelle version, d'après ce qu'on sait, mais travaillaient sur un texte existant, donc déjà copié sur un papyrus. Ils prenaient une version existante, jugée par eux de bonne qualité, et ils l'annotaient en usant pour cela d'une série de signes critiques. On appelle cela une ekdosis. Ce n'est pas une édition critique au sens moderne du terme, mais c'est un texte annoté et pourvu de signes critiques, matérialisant les différents points importants. Zénodote avait fait une ekdosis de l'Iliade et une autre de l'Odyssée, mais on ne sait pas grand-chose de cette dernière. Aristarque avait fait 2 ekdoses de l'Iliade à partir de 2 versions différentes, et une ekdosis de l'Odyssée. Le premier des signes critiques utilisés est l'obel, obelos, sans doute inventé par Zénodote. C'est un trait horizontal dans la marge, devant le vers, qui marque un vers considéré comme non authentique, donc devant être athétisé, c'est-à-dire condamné, supprimé. Vous en voyez à l'écran un exemple sur une partie du chant 1 de l'Iliade dans le Venetus A. Comme on n'efface pas un papyrus, on ne pouvait pas effacer ce vers qui était dans le texte, on pouvait tout au plus le barrer d'un trait de calame. Au lieu de cela, on a créé un signe spécial pour signaler que le vers n'était sans doute pas d'Homère. En effet, la première tâche des bibliothécaires était de purger le texte de tous les vers inauthentiques. Il y avait du travail apparemment. En effet, une version de l'Iliade conservée à la bibliothèque d'Alexandrie était appelée la Polustikos, c'est-à-dire la version avec de nombreux vers, ce qui signifie qu'elle était sensiblement plus longue que d'autres versions et comportait de nombreux vers additionnels. Sur quels critères considérait-on un texte comme inauthentique? Ces critères pouvaient être internes au texte. Par exemple, un vers considéré comme moralement répréhensible était jugé indigne d'Homère. Ou encore, tel passage du chant 3 contredit tel vers du chant 15. Donc, l'un des deux est inauthentique. Parfois, des critères linguistiques entraient en jeu. Par exemple, un vers pouvait être athétisé parce qu'il comportait un mot jugé non homérique, c'est-à-dire un mot de la koiné, pour lequel, en principe, la langue homérique use d'un mot différent. Malheureusement pour nous, les critères linguistiques utilisés par les alexandrins n'ont rien de scientifique. Une autre raison de condamner un vers pouvait être une raison que nous appellerions philologique. Si un vers est présent dans une version, mais pas dans d'autres versions, il est raisonnable de penser qu'il s'agit d'un ajout. Les Grecs de l'époque classique déjà reconnaissaient qu'il existait des ajouts secondaires, appelés interpolations, dans le texte d'Homère. Et une interpolation célèbre est attribuée à Solon, le législateur d'Athènes, début du VIe siècle. Cette méthode reposait donc sur une collation des différentes versions.
On est à peu près certain qu'Aristarque utilisait cette méthode. Elle peut aboutir à la condamnation de passages parfois longs. Ainsi, les scolies disent que pour Aristarque et Aristophane de Byzance, l'Odyssée se terminait au vers 244 du chant 23, au moment où Ulysse et Pénélope, enfin réunis, montent dans leur chambre et où Athéna fait accélérer la course du soleil pour amener la nuit plus rapidement. Or, le chant 23, dans notre texte moderne, comporte 372 vers et non 244, et ensuite il y a un chant 24 qui comporte 548 vers. C'est donc plus de 675 vers, considérés comme inauthentiques, qui nous sont néanmoins transmis. Il est probable que si Aristophane et Aristarque mettaient la fin de l'Odyssée au vers 244 du chant 23, c'est parce qu'ils disposaient à la bibliothèque d'une version dans laquelle le poème s'arrêtait là. En plus de l'argument interne reposant sur la composition, la fin du poème est marquée par la réunion d'Ulysse et Pénélope, il y avait un argument externe qui est que ce qui suit le vers 244 ne se trouvait pas dans toutes les versions. En revanche, ces versions se trouvent dans notre texte moderne et se trouvaient dans la Vulgate homérique, sans doute parce que le chant 24, avec les retrouvailles d'Ulysse et de son père Laërte, est un passage fort émouvant auquel les copistes des papyrus n'allaient pas renoncer. Il semble en effet clair que pour un papyrus destiné à la vente, les copistes devaient trouver un compromis entre la version savante et le goût du public qui ne souhaitait pas se voir privé d'un passage fameux et apprécié. On pouvait supprimer certains vers, mais il était impensable d'en supprimer d'autres. La question des athéthèses est également importante si nous remontons au premier bibliothécaire d'Alexandrie, Zénodote. Ce dernier a utilisé une version de l'Iliade sensiblement différente de celle d'Aristarque. Zénodote, rappelons-le, est l'inventeur de l'obèle, qui signale les vers qui doivent être athétisés. Or, pour de nombreux vers, Zénodote ne met pas d'obèle, mais, nous disent les scolies, il n'écrit pas ces vers, ou grapheia en grec. On a pendant longtemps considéré que Zénodote, devant un ou des vers qu'il considérait comme non authentiques, avait tantôt supprimé simplement les vers, il ne les écrit pas, tantôt marqué ces vers de l'obèle, sans les supprimer de son texte, il les athétise. On considérait donc ce traitement différencié comme la marque d'une philologie peu soigneuse, d'un arbitraire certain, et la preuve que Zénodote n'avait aucun scrupule à modifier le texte d'Homère qu'il avait à sa disposition. Cela parce que nous connaissons le travail de Zénodote à travers les scolies issus du commentaire des Quatre, qui continuent le travail d'Aristarque et qui tiennent pour acquis que la bonne version est celle d'Aristarque, et que toute déviation par rapport à cette dernière est imputable à une modification délibérée introduite par Zénodote. Dans plusieurs cas, les scolies disent « Zénodote n'écrit pas ce vers, Aristophane l'athétise », c'est-à-dire met l'obèle. On en déduit donc qu'Aristophane de Byzance a réintroduit des vers que Zénodote avait supprimés et les a marqués de l'obèle parce qu'il était plus soigneux que Zénodote. Mais en fait, c'est peu probable. Aristophane a appliqué la méthode philologique de collation des copies, comme Aristarque après lui, et n'a pas réintroduit des vers supprimés par Zénodote, mais a simplement marqué de l'obèle les vers qui figuraient dans son propre texte de travail, mais pas dans la version de Zénodote. Quant à Zénodote, comme l'avait soutenu Martin West, il n'a pas fait de correction sur le texte, ce qu'on peut montrer par ailleurs, et s'est probablement contenté de faire la chasse aux vers inauthentiques et de marquer les vers qui devaient être athétisés, ce pourquoi il a inventé l'obèle. En conséquence, quand les scolies nous disent « ce vers n'est pas chez Zénodote » ou « Zénodote n'écrit pas ces trois vers », il est probable que ce n'est pas parce qu'il les condamnait, puisque pour les vers inauthentiques, il utilise l'obèle, mais simplement parce qu'il ne figurait pas dans son texte de travail. On le voit en particulier dans des cas comme Iliade 2, 673-675, où les scolies disent que Zénodote athétisait le premier vers, 673, le troisième vers, 675, et n'écrivait pas le vers du milieu, 674. Cela signifie probablement que l'exemplaire de Zénodote ne portait que 2 vers, et non 3, et qu'il a athétisé ces vers, et non qu'il connaissait les 3 vers, et qu'il les a traités de manière différente, en gardant seulement 2, le premier et le troisième, et en les athétisant. Du reste, en certains endroits, les scolies nous disent « ces vers ne sont pas chez Zénodote, ni dans la version de Chios », c'est-à-dire qu'il y a un accord entre Zénodote et une ou plusieurs versions dites des cités. Or, il est peu probable qu'une décision de Zénodote se retrouve à l'identique dans une version qui n'est pas une version savante. L'accord signifie donc que les vers en question étaient réellement absents de certaines versions, dont celle de Zénodote. Cela a une conséquence pour notre texte. Les scolies, par exemple, nous apprennent que pour la fameuse description du bouclier d'Achille, forgé par Héphaïstos au chant 18 de l'Iliade, Zénodote n'avait que les premiers vers. Les vers 483 à 606, soit 124 vers, ne figuraient pas dans son texte. Je cite le texte de Zénodote. « Il fit d'abord un bouclier grand et solide, en l'ouvrageant de toutes parts, et il mit autour une brillante bordure, triple, éclatante, et y attacha un baudrier en argent. Le bouclier avait 5 couches, et il y mit bien des choses admirables par son art consommé. Et c'est tout. » Donc la fameuse description du bouclier, qui commence au vers suivant par
il limite la terre, la mer, le ciel, le soleil infatigable et la lune en son plein, etc., etc., a des chances d'être un passage ajouté à date assez récente, sans doute par un ou des rhapsodes désireux de briller lors d'un concours de poésie homérique. Seul le début serait ancien, et les rhapsodes auraient ensuite brodé et amplifié ce passage. La version de Zénodote représente un stade du texte antérieur à cet ajout. On sait que certains vers dans cette description sont pris au bouclier du pseudo-Hésiode, qui date sans doute du VIe siècle, et qui est lui-même une imitation du bouclier d'Achille, ce qui donne un terminus antequam. Or, la description du bouclier est un morceau littéraire fameux, qui peut expliquer le succès de ce passage et le fait qu'il figure dans presque toutes les versions. La version de Zénodote, en effet, apparaissait d'une insigne pauvreté à des gens qui connaissaient la version longue. Elle se limite en effet à 3 vers généraux, suivis de 2 vers assez plats, et n'a rien de tout ce qui faisait l'admiration des auteurs classiques et hellénistiques. On voit bien comment un rhapsode a eu envie de développer le « et il y mit bien des choses admirables » d'Aïdala Polla, en donnant une description détaillée, laquelle a pu ensuite inspirer un autre rhapsode, qui a ajouté encore d'autres détails, et inspiré une composition rivale pour le bouclier d'Héraclès, le VIe siècle étant une date probable pour la composition des 2 boucliers rivaux. La description du bouclier est inspirée de productions phéniciennes ou chypriotes contemporaines, qu'on peut dater entre le 8e et le 6e siècle. Vous voyez à l'écran un bouclier trouvé en Crète, sans doute d'origine phénicienne, qui est du même type. De la même façon, les scolies nous disent à plusieurs reprises que Zénodote abrège un passage. Il est probable que Zénodote n'abrège rien, mais que son texte de travail portait une version plus courte, alors que le texte de travail d'Aristarque portait une version plus longue du même passage. Tout cela renvoie à la variation dans la récitation que faisaient les rhapsodes, évoqués ci-dessus, laquelle ne compromet pas l'enchaînement de l'ensemble. On peut poursuivre le raisonnement. Il est possible que les vers marqués d'un obèle par Zénodote aient été athétisés précisément parce qu'ils n'apparaissaient pas dans d'autres copies que Zénodote a collationnées, tout comme Aristophane de Byzance a marqué de l'obèle les vers qui n'apparaissaient pas dans la version de Zénodote. En d'autres termes, la méthode philologique de collation des copies, appliquée par Aristophane de Byzance et Aristarque, pourrait avoir été utilisée déjà par Zénodote. Ces athètèses seraient donc la trace d'autres versions anciennes où le texte était différent. On trouve un cas, en Iliade 1414, où les scolies disent que Zénodote athétise un vers et qu'Aristophane de Byzance ne l'écrit pas, ou grapheille. C'est donc le cas symétrique du cas habituel où Aristophane athétise un vers qui n'existe pas chez Zénodote. Mais le principe a des chances d'être le même. Zénodote a athétisé le vers parce qu'il était absent de certaines versions qu'il a collationnées, dont l'une a été utilisée plus tard par Aristophane. De même, en Iliade 17, 545-46, la scolie dit « Zénodote athétise ses vers, certains ne les écrivent pas ». Et en Iliade 18, 39-49, le catalogue des Néréides est athétisé par Zénodote, mais une scolie dit qu'il ne figurait pas dans la version d'Argos. Cela suggère qu'en effet, Zénodote utilisait déjà la même méthode qu'Aristophane et Aristarque plus tard. Donc que ces athétèses sont au moins en partie philologiquement fondées et correspondent à des vers manquants dans d'autres versions. Les scolies mentionnent plus de 250 vers athétisés dans l'Iliade de Zénodote, en plus de ceux qui manquaient dans son texte, et le total était sans doute encore plus élevé parce que toutes les athétèses de Zénodote ne sont pas signalées. Et voici que notre Iliade se réduit comme une peau de chagrin. Inversement, les scolies mentionnent aussi 6 vers additionnels dans sa version, et il y en avait sans doute nettement plus, car dans certains cas, la scolie dit simplement « Dans plusieurs versions, on trouve ensuite le vers suivant », ce qui peut inclure la version de Zénodote sans le mentionner expressément. Bref, nous ne connaissons pas l'état ancien du texte, ou plutôt les états anciens. Les aèdes et les rhapsodes qui participaient au festival et au concours pouvaient mutuellement s'emprunter des vers ou des passages qu'ils jugeaient particulièrement réussis, et les ajouts de l'un ont pu ainsi se trouver repris par d'autres et finir par être inclus dans notre Homère moderne. C'est sans doute le cas de la description du bouclier d'Achille au chant 18 de l'Iliade. Ou au contraire, ces ajouts pouvaient ne pas avoir beaucoup de succès et être soit complètement perdus, soit condamnés par les érudits alexandrins. Les Homérides, qui se prétendaient gardiens du temple, devaient avoir une influence assez conservatrice. Mais tant que les concours de rhapsodes ont existé, les ajouts et les variations ont persisté. On comprend dès lors que l'Homère de Platon soit parfois si différent d'une autre, comme on l'a vu tout à l'heure. Après le nombre de vers, tournons-nous vers leur forme et la lettre du texte. Les Scolia nous conservent en effet des leçons divergentes, c'est-à-dire nous disent que dans telle version, pour tel vers, au lieu de tel mot, on avait un autre mot, ou le même mot a un cas différent, ou un second hémistige différent. Les scolies ne répertorient pas toutes les variantes. Ainsi, pour Iliade 24, 526-527, une scolia dit que Platon a critiqué ses vers dans la République. C'est l'exemple que nous avons vu au début. Mais elle ne dit mot de la variation textuelle que nous avons constatée. Les scolies ne répertoriaient que les variantes qui sont dans la tradition directe, donc dans les copies écrites d'Homère conservées à la bibliothèque d'Alexandrie, et ne prennent pas en compte les citations chez des auteurs tels que Platon.
Là encore, je vais m'attarder un peu sur la version de Zénodote, en m'appuyant sur un travail récent que j'ai publié en 2022. Les leçons de Zénodote étaient jugées aberrantes par Aristarque, et les successeurs de ce dernier ont donc posé en principe que Zénodote avait réécrit le texte et qu'il avait introduit des corrections injustifiées. Or, une étude linguistique, dont je vous ferai grâce, montre que parmi les formes en question se trouvent de remarquables archaïsmes. Ces formes étaient incompréhensibles pour un grec du IIIe ou du IIe siècle, et déjà sans doute pour un grec des VIe et Ve siècles. Or, le but d'un aède ou d'un rhapsode, c'est quand même de rester compréhensible pour son auditoire. Donc, les vers ont été en permanence modernisés, et le remplacement de formes obsolètes par des formes plus récentes s'observe à toutes les époques. Pour un linguiste du XXIe siècle, certaines formes de Zénodote sont des archaïsmes qui sont les témoins d'un état de langue assez ancien, que nous pouvons, dans certains cas, reconstruire comme celui du deuxième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire du grec mycénien. Nous pouvons donc affirmer sans aucune hésitation que ces formes ne sont pas des inventions de Zénodote, parce qu'aucun érudit grec du début du IIIe siècle ne pouvait inventer de telles formes. De même, aucun érudit grec du IIIe siècle ne pouvait considérer ces formes comme préférables ou meilleures que celles qu'il avait dans son texte, puisqu'elles sont aberrantes en synchronie, donc il ne peut guère les avoir importées depuis une autre version. Cela montre que ces formes étaient réellement celles que Zénodote lisait dans sa version d'Homère. C'est-à-dire que la perspective des scoliastes doit être renversée. Sur ces points, ce n'est pas Zénodote qui a changé le texte, ce sont les autres versions, dont celle d'Aristarque, qui présentent une innovation. Une de ces formes en particulier est précieuse parce qu'elle donne un terminus antequem pour la divergence entre la version qu'a utilisée Zénodote, qui est une version ionienne, et les versions qu'a utilisées plus tard Aristarque, qui sont des versions athéniennes selon toute vraisemblance. La version de Zénodote ne comporte pas une des innovations de la version athénienne qu'on peut dater du milieu du Ve siècle. D'autres indices en ce sens existent que je ne vais pas développer ici. Je voudrais simplement m'attarder sur une composante très importante dans la vie culturelle et politique d'Athènes dans la seconde moitié du Ve siècle, à savoir l'essor de la sophistique. Nous connaissons mal les sophistes. Nous les connaissons, à vrai dire, surtout par leurs contempteurs, comme Platon, ce qui n'aide pas à se faire une juste idée de leur enseignement. Néanmoins, on sait que les sophistes se sont occupés de critique homérique, et ils ont jugé les vers d'Homère en fonction de leurs critères. Je vais ici donner quelques exemples qui illustrent trois facettes du travail des sophistes. Le premier concerne le lexique. Notre version moderne de l'Iliade porte pour les vers 4 et 5 du chant 1 la leçon suivante. Elle fit d'eux, s'il s'agit des guerriers, des proies pour les chiens et pour tous les oiseaux. Oionoi cité passi. La version de Zénodote était elle fit d'eux des proies pour les chiens et un festin pour les oiseaux. Oionoi cité daïta. Cette leçon de Zénodote n'est pas transmise par les scolies, mais par Athénée dans les Deipnosophistes, le banquet des sophistes. Athénée la critique au motif que le mot dais, festin, banquet, ne s'emploie que pour les hommes, pas pour les animaux. Or, les sophistes ont été les premiers à s'occuper de la justesse des mots, donc de leur sens en soi et de leur emploi propre ou impropre. Prodicos en particulier avait écrit sur cette question, qui a aussi été traitée par Protagoras. Aristophane brocarde leur raisonnement dans les nuées. Il ne nous reste rien de ce que Prodicos et Protagoras ont dit sur cette question, mais il est clair que la discussion sur la propriété du mot « festin » dans ce contexte relève de ce genre de discussion. Athénée, au début du IIIe siècle de notre ère, met en scène ces discussions entre savants et gens cultivés, dans les Deipnosophistes, continuant une tradition ancienne et reprenant là une argumentation qui n'est pas de lui. Or, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que nous savons que cette leçon « un festin pour les oiseaux » est bien plus ancienne que Zénodote, vu qu'elle trouve un écho très clair chez Échille dans les Suppliantes, pièce représentée entre 466 et 463. Au vers 800-801, on trouve « Je ne refuse pas de devenir une proie pour les chiens, Cucine, Hélora, et un dîner pour les oiseaux d'ici, Ornici Deipnon », qui reprend le vers homérique en remplaçant festin par le synonyme dîner et en modernisant le mot oiseau, comme cela a déjà été remarqué depuis longtemps. On trouve aussi un écho dans les cubes d'Euripide, pièce représentée en 424. Au vers 1078, on lit « Un festin sanglant pour les chiens, Cuci Daïta ». Bref, cette leçon était connue à Athènes au 5e siècle, et elle a été éliminée ensuite, probablement sous l'influence des sophistes. Il reste à ajouter un point. Les scolies au vers 4 et 5 du chant 1 ne mentionnent pas la leçon de Zénodote avec le festin pour les oiseaux. Elles nous disent simplement que Zénodote athétisait ces deux vers, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'une correction de sa part. À quoi bon introduire une correction dans un vers considéré comme inauthentique de toute façon ? Un autre exemple comparable. Il existe, dans notre version moderne d'Homère, ainsi que dans celle d'Aristarque, deux parfaits passifs différents pour le verbe blesser. Abondance de biens ne nuit pas. Béblémaï, qui est la forme régulière en grec, et bébolémaï, qui n'est attesté que 2 fois chez Homère au début du chant 9 de l'Iliade. Cette forme bébolémaï est morphologiquement irrégulière et ne saurait être ancienne.
La distribution entre les deux formes est ainsi expliquée par une scolie A. On emploie béblémaï pour une blessure physique et bébolémaï pour une blessure morale. Ici aussi, la distinction entre blessure physique et morale relève du même genre de discussion sur la justesse des mots chez les sophistes. Puisque ce sont deux notions différentes, elles doivent correspondre à deux mots différents, ce qui a conduit à faire modifier la forme ancienne pour créer une distinction formelle artificielle. N'oublions pas que les rhapsodes appartenaient au même milieu intellectuel et culturel que les sophistes et participaient à ces discussions de critique homérique. Les enseignements des uns pouvaient donc être appliqués par les autres dans leur pratique de récitation. Le texte de Zénodote, par contraste, ne porte que la forme régulière en grec, béblémaï. Le scoliaste le critique parce qu'il ne fait pas la différence entre blessure physique et morale et qu'il emploie le verbe de façon non juste. Mais si la version de Zénodote remonte à une version qui a divergé de la version athénienne avant le milieu du 5e siècle, c'est une version pré-sophistique, pour ainsi dire, donc il n'est pas étonnant que les modifications introduites sous l'influence des sophistes ne s'y trouvent pas. Le rôle des sophistes ne se limite pas à la question de la justesse des mots. Les sophistes, en tant que professeurs de rhétorique, comme Gorgias, le maître d'Isocrate, voulaient que tout discours fût conforme aux règles de la rhétorique. Cela s'applique aussi à Homère. Et là encore, plusieurs divergences entre la version de Zénodote et la plupart des autres versions concernent des points de rhétorique. J'en citerai un seul. Au chant 2 de l'Iliade figure le célèbre catalogue des vaisseaux, qui est l'inventaire des troupes achéennes, contingent par contingent, avec le nombre de vaisseaux de chacun, d'où le nom du passage. Ce catalogue se décompose en 3 blocs, qui constituent une description des 3 parties de la Grèce. D'abord le Péloponnèse, ensuite les îles de la côte ouest jusqu'à la Crète, et enfin la Grèce du Nord et la Thessalie. La formulation du catalogue est extrêmement stéréotypée, et tous les contingents sont introduits par la même formule. Mais dans la version d'Aristarque, et dans notre texte moderne, la 3e partie est introduite par une formule différente, qui pose plusieurs problèmes du point de vue de la langue, et que les scoliastes ont tenté de justifier tant bien que mal. Plutôt mal que bien, à vrai dire, même si leur justification est reprise dans certains commentaires modernes. Cette formule est un apax dans tout le catalogue. A l'inverse, la version de Zénodote avait la formule qui se trouve partout ailleurs dans le catalogue et qui ne pose aucun problème de langue. Le reproche fait par le scoliaste à Zénodote est le suivant. Puisqu'on commence une nouvelle partie du catalogue, il faut une formule d'introduction spécifique pour signaler le changement de sujet. Homère, habilement, éthikos est le texte grec employé par la scolie, ce qui est le terme technique pour dire que c'est habile du point de vue rhétorique. Homère habilement fait un prélude pro-oimiadzei pour introduire la nouvelle partie. Or, la version de Zénodote ne comporte pas cette finesse rhétorique, puisqu'elle ne marque pas cette nouvelle partie. Le critère ici n'est pas la justesse des mots, mais la construction du discours. Autre point sur lequel les sophistes ont beaucoup travaillé. Là aussi, ce que dit le scoliaste peut nous faire comprendre pourquoi la version d'Aristarque a été jugée meilleure, parce que plus conforme au canon de la rhétorique. Mais c'est sans doute pour la bonne raison qu'elle porte un texte modifié pour être meilleur du point de vue rhétorique, bien avant Aristarque sans doute. Un dernier exemple bien connu se trouve au chant 1 de l'Iliade. Nestor, tentant de s'interposer entre Agamemnon et Achille lors de la querelle, dit « Écoutez-moi, je suis plus âgé et j'ai fréquenté des hommes bien plus vaillants que nous ne le sommes. Émine, nous. » Ceci est la version d'Aristarque. La version de Zénodote est « J'ai fréquenté des hommes bien plus vaillants que vous ne l'êtes. Humine, vous. » Le commentaire du scoliaste est « La formulation est trop arrogante avec vous. » Presque tous les commentateurs modernes sont d'accord pour dire que la version ancienne est celle de Zénodote avec « vous ». Livre, par exemple, dit dans son édition de l'Iliade, déjà ancienne mais toujours précieuse, que c'est Aristarque qui a modifié le texte en voulant importer de façon anachronique dans le texte homérique la courtoisie de la cour des Ptolémées. Mais Livre se trompe sans doute. Ce n'est pas Aristarque qui a modifié le texte, et son texte de travail portait sans doute bien « nous » et non « vous », parce que ce « nous » avait été introduit dans le texte bien plus tôt, suivant l'enseignement des sophistes qui préconisent que l'orateur, pour convaincre, ne doit pas heurter son adversaire, ni se montrer arrogant, mais au contraire se montrer modeste, et dans ce cas, s'inclure dans le lot des hommes moins vaillants, comme le dit explicitement le scoliaste. C'est donc encore une correction introduite pour faire correspondre Homère au canon de la rhétorique classique, et introduite probablement bien avant Aristarque. En effet, dans la scolie, seul Zénodote est singularisé comme ayant « vous », ce qui suppose que Aristophane de Byzance avait « nous » comme Aristarque, parce que les scolies ont coutume de noter les cas où il y a accord entre Aristophane et Zénodote. Ce n'est donc pas Aristarque qui a introduit cette modification qui figurait déjà dans le texte d'Aristophane. Les réflexions des sophistes se trouvaient en bonne part reprises dans le traité d'Aristote sur Homère, malheureusement perdu. Néanmoins, on connaît assez bien leurs réflexions par les 2 autres traités d'Aristote, la rhétorique et la poétique. Aristote, en continuant leurs réflexions, a pu jouer un rôle dans ce processus de correction d'Homère, mais nous n'avons pas d'informations à ce sujet.
Toutefois, de ce qu'on sait du traité sur Homère, il semble qu'Aristote ait essentiellement défendu Homère contre les reproches que lui faisaient les sophistes. Son attitude semble avoir été franchement conservatrice, et il est de ce fait peu probable qu'il ait beaucoup contribué au processus de correction. D'autant moins qu'à l'époque d'Aristote, la culture écrite était bien plus répandue qu'un siècle plus tôt. Or, plus il y avait de copies d'Homère en circulation, plus il était difficile de faire des changements. La diffusion de textes écrits a certainement joué dans la fixation du texte un rôle bien plus important que les Homérides. C'est au IVe siècle que les versions écrites commencent à être plus répandues et ne sont plus la seule possession des rhapsodes. On pourrait multiplier les exemples, mais je vais m'arrêter là et tâcher de récapituler. On a d'abord une longue tradition orale. Des aèdes et rhapsodes qui, lors de festivals et de concours, s'empruntent mutuellement des vers, des épisodes, pour enrichir leur propre répertoire. Une cristallisation progressive s'opère, dont on ne sait pas grand-chose, dans les différents festivals comportant des concours de poésie, dont les Grandes Panathénées. Les rhapsodes qui y participaient ont continué à enrichir les poèmes en ajoutant de nouveaux épisodes ou morceaux de bravoure, tels que le chant 24 de l'Odyssée ou l'ekphrasis du bouclier d'Achille au chant 18 de l'Iliade, ou en allongeant de quelques vers un épisode qu'ils récitaient pour se distinguer. Puis viennent les sophistes, qui ont cherché à rendre Homère conforme à l'idée qu'il se faisait d'un beau discours, et ont inspiré à certains rhapsodes, ici la modification d'un mot pour qu'il soit juste, là la modification d'un vers pour des raisons stylistiques, là encore l'interversion de deux vers pour avoir une argumentation plus convaincante. Tout cela aboutit à une profusion de textes différents. Les versions des cités, la polystikos, les versions des différents érudits, les copies ordinaires utilisées dans les écoles. Ptolémée II demande qu'on mette de l'ordre dans tout cela et qu'on purifie Homère. Car pour Ptolémée, comme pour tous les Grecs, il ne faisait aucun doute qu'Homère avait existé, qu'il était le poète avec un P majuscule et que son œuvre était parfaite. Il fallait donc en noter les scories. C'est du reste au nom de cette même conception, selon laquelle Homère est le poète par excellence et ne saurait être pris en défaut, que les sophistes ont fait introduire des modifications destinées à améliorer Homère de leur point de vue, dans le texte de la version athénienne au moins, mais sans doute aussi d'autres versions puisque les sophistes étaient itinérants. Zénodote, premier bibliothécaire en chef à Alexandrie, se met donc en devoir d'éliminer les vers inauthentiques. Il prend pour cela une version, sans doute une version ancienne datant du IVe voire du Ve siècle, et dont on sait que c'était une version ionienne. Il la prend pour ces deux raisons précisément. Homère était ionien, la tradition le rattache à Chios, et une version ancienne est nécessairement plus proche d'Homère du point de vue chronologique. Sur cette base, et sans changer la lettre du texte, il marque de l'obel les vers inauthentiques, notamment ceux qui étaient absents d'autres versions qu'il pouvait consulter, peut-être aussi sur des critères internes. Zénodote n'a pas laissé d'écrit, son enseignement semble avoir été entièrement oral. On ne sait donc pas quelles autres versions il a consultées. En revanche, on peut dire que sa version de travail remonte à une version qui a divergé de la version athénienne au plus tard au milieu du Ve siècle et qui peut être qualifiée de pré-sophistique. D'ailleurs, il faudrait peut-être plutôt dire que c'est la version athénienne qui, sous l'influence des sophistes, a divergé de versions plus conservatrices comme celle de Zénodote. En tout cas, il représente un jalon fondamental. J'ai dit plus haut que nous n'avions pas de trace directe de l'état du texte homérique pour la période classique. En fait, nous avons bien une trace d'un texte homérique et non du texte homérique. C'est la version de Zénodote, telle qu'on peut la reconstruire à partir des scolies. Ce n'est pas une trace directe, mais c'est le témoignage le plus direct que nous ayons pour le IVe ou le Ve siècle. Et nous voyons que c'est un texte sensiblement différent de celui que nous lisons aujourd'hui. Les leçons que porte le texte de Zénodote se retrouvent parfois chez les poètes alexandrins, Callimaque, Apollonios de Rhodes, Lycophron, Nicandre, qui intègrent dans leur œuvre poétique les discussions philologiques savantes de leur époque. Certaines de ces leçons se trouvent aussi dans la version d'Aristophane de Byzance. Ce n'est sans doute pas parce que ce dernier les a reprises à Zénodote, mais parce qu'elles figuraient dans son texte de travail. Cela montre qu'elles n'étaient pas limitées à la version de Zénodote, mais qu'elles étaient parfois assez répandues et se trouvaient dans plusieurs versions. Ces mêmes leçons se retrouvent aussi parfois dans des papyrus du IIIe siècle, qui ne sont pas des papyrus savants, mais, comme le dit Stephanie West, des copies commerciales ordinaires. Donc des copies pas concernées par les spéculations des bibliothécaires d'Alexandrie. Tous ces textes ensemble donnent un aperçu de ce que Antonios Rengakos a appelé la Vulgate pré-aristarchéenne. Plus d'un siècle plus tard, Aristarque produit à son tour un travail sur Homère et prend pour texte de travail une version athénienne qui comporte des innovations absentes de la version de Zénodote. Il compare ce texte avec celui de Zénodote. Et bien évidemment, il est frappé de la différence, qu'il ne peut expliquer que d'une seule façon. Zénodote était un bibliothécaire excentrique qui a procédé selon sa fantaisie, a introduit des corrections injustifiées, au mépris des règles de la rhétorique et parfois de la cohérence linguistique. Ça, c'est un point que j'ai laissé de côté de mon exposé. Aristarque a été si frappé par ces divergences qu'il a inventé un signe critique spécial pour signaler une divergence avec Zénodote. Contrairement à ce dernier, Aristarque avait produit des commentaires écrits.
Ceux-ci sont perdus, mais une partie nous en est transmise par les scolies venant du fameux commentaire des 4, lesquels disent régulièrement « Zénodote n'a pas compris »,« Zénodote a changé le texte »,« Zénodote fait une faute de syntaxe », etc., etc. Le résultat est que Zénodote a acquis pour des siècles une réputation épouvantable, qui a dominé toute la critique homérique jusque dans les années 1980 à peu près, à de très rares exceptions près, parce qu'il a été vu au travers des yeux des épigones d'Aristarque. Il est aujourd'hui réhabilité et l'on reconnaît que son texte devait être plus archaïque que celui d'Aristarque, même si bien sûr ce texte comportait lui aussi des innovations que ne comportait pas nécessairement la version athénienne utilisée par Aristarque. C'est donc un jalon très important dans l'histoire du texte homérique. Aristarque, en plus de ses annotations, a également procédé à des corrections dans le texte. C'est documenté par les scolies qui nous disent pour plusieurs vers « Aristarque a trouvé ceci dans les versions anciennes et il l'a remplacé par cela ». En effet, Aristarque, lui, n'a pas hésité à intervenir dans le texte de différentes manières et parfois de façon radicale. C'est sans doute pour cela qu'il a attribué les formes aberrantes chez Zénodote à des corrections introduites par ce dernier en extrapolant d'après sa propre pratique. Les corrections introduites par Aristarque sont pour la plupart conservées dans notre texte moderne. Elles ne sont pas toujours justifiées de notre point de vue, mais elles montrent comment résonnait cette figure majeure de l'érudition antique. L'Homère que nous lisons est donc celui d'Aristarque, pour l'essentiel. La Vulgate homérique, qui sera le texte de tous les manuscrits médiévaux, a pris sa forme finale à Alexandrie, vers le milieu du IIe siècle, et est basée sur une version athénienne proche de celle qu'a utilisée Aristarque. Il est du reste remarquable que les deux Egdoseis d'Aristarque utilisent une version athénienne, les deux versions différant entre elles seulement sur des points de détail. La foisonnante diversité dont témoignent les scolies d'une part et les citations de la tradition indirecte comme celle de Platon d'autre part, n'est plus accessible qu'à l'état de bribes. Comme Aristarque avait pris pour base une version athénienne, peut-être parce que c'était la plus répandue à son époque, et aussi parce qu'elle correspondait mieux aux normes du beau discours telles qu'elles ont été codifiées par Aristote après les sophistes, ce dernier fait ayant pu contribuer au succès de la dite version et faire qu'elle soit plus répandue, c'est une version athénienne qui, pour la postérité, est devenue Homère. Non pas une version fixée sous l'épidistratide, comme le dit la tradition, mais une version qui s'est progressivement constituée lors des grandes Panathénées, où concouraient des rhapsodes venus de toute la Grèce, a été influencée de façon notable par les réflexions des sophistes au Ve siècle, avant de se fixer progressivement avec la diffusion de versions écrites et de recevoir sa forme définitive à Alexandrie au IIe siècle, sous le calame d'Aristarque. Je vous remercie.